Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal en direct depuis Beijing. On va commencer ce journal dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur. Le 27e sommet de l'ASEAN est actuellement en cours en présence du Premier ministre chinois Li Keqiang. Samedi après-midi, la 18e réunion des dirigeants Chine-ASEAN s'est ouverte avec un discours du Premier ministre chinois Li Keqiang. Celui-ci a demandé une plus grande coopération entre la Chine et les pays de l'ASEAN. De janvier à octobre, le commerce bilatéral s'est élevé à près de 380 milliards de dollars et les investissements mutuels à plus de 150 milliards de dollars. D'ici la fin de l'année, 20 millions de touristes auront voyagé entre la Chine et les pays de l'ASEAN. Li Keqiang a fait part de son espoir de voir toutes les parties travailler ensemble pour stimuler les relations bilatérales. La Chine a toujours fait de ses relations avec les pays de l'ASEAN une priorité de ses relations de voisinage. La Chine soutient fermement le processus d'intégration et de communauté et soutient son rôle de pivot dans la coopération régionale. L'an prochain marquera le 25e anniversaire de l'établissement des dialogues Chine-ASEAN. Je crois que la Chine et l'ASEAN ont travaillé ensemble pour promouvoir plus avant la confiance politique mutuelle, la coopération pratique et les échanges culturels. Il semble que le stade de maturité soit arrivé pour l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Alors que les 10 dirigeants se préparent pour leur sommet à Kuala Lumpur, l'ASEAN est prête pour déclarer qu'elle était parvenue à son objectif de former une communauté économique intégrée avec presque tous les droits de douane pour les importations et les exportations retirées entre les pays membres. Mais cela ne signifie pas que des barrières commerciales n'existent plus. À bien des égards, cela a été une année de test pour l'ASEAN. Plusieurs défis ont mis à l'épreuve la cohésion et la crédibilité de l'ASEAN, comme l'exode des musulmans de Rohingya du Myanmar qui ont fui vers la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie, et la réponse lente au feu de défrichement indonésien qui ont choqué les pays voisins. Quand vous avez des problèmes qui sont multilatéraux, qui vont au-delà même des frontières bilatérales ou internes, comme la question des fumées, oui, des faiblesses apparaissent. Il y a eu des succès économiques toutefois. On estime que 96% de tous les droits de douane entre les pays de l'ASEAN ont été supprimés. Certaines industries comme l'automobile ont rapidement saisi les opportunités que cela apporte, contrairement à d'autres secteurs comme l'agriculture et les petites et moyennes entreprises. Beaucoup d'informations doivent être diffusées. La population de l'ASEAN doit être plus au courant de ce qu'offre l'ASEAN. Il y a un manque de connaissance de l'ASEAN parmi la population de l'ASEAN et les avantages que l'ASEAN peut apporter. De nombreux obstacles à une réelle intégration économique demeurent, comme les taxes locales, les quotas et les restrictions sur la propriété étrangère. Le défi pour les dirigeants sera de traduire les grands objectifs de cette fusion en bénéfices concrets que la population de l'ASEAN peut voir. Le Premier ministre malaisien Najib Razak confirme que 92,7% des mesures de la communauté économique de l'ASEAN ont été mises en place. Selon les chiffres officiels, 469 mesures ont été implantées jusqu'ici. M. Razak pense que cette situation permet de dissiper les craintes au sujet de la dépréciation des devises et de la chute des prix du pétrole globaux qui auraient pu cacher la mise en place des mesures de la CEA. En plus de ces mesures déjà mises en œuvre, le Premier ministre Najib a dit que 37 autres sont toujours en attente d'être adoptées et certaines seront traitées sur une base prioritaire au début de l'année prochaine. En 2007, le bloc de 10 membres a adopté l'idée de créer, avant décembre 2015, une région économique intégrée baptisée la Communauté économique de l'ASEAN. Mais certains ont exprimé des doutes sur le délai fixé à 2015 en raison d'un échéancier trop serré. M. Najib s'est exprimé lors du sommet sur l'investissement de l'ASEAN 2015 vendredi et a dit que l'ASEAN pourrait afficher quelques retards, mais en général, le projet va de l'avant.
Grâce à un PIB combiné de 2500 milliards de dollars américains et un marché combiné de 600 millions de consommateurs, la CEA pourrait mener à un changement majeur des structures économiques en Asie. Il est largement reconnu par les dirigeants de l'ASEAN que cette communauté profiterait grandement à la région. Najib a aussi expliqué que le plan de la CEA pour 2025, qui doit être dévoilé dimanche, démontre l'engagement des pays membres de l'ASEAN. Le premier ministre malaisien est optimiste à propos de la perspective économique régionale et s'attend à ce que l'économie de l'ASEAN pourrait croître de 5,6% d'ici 2019 avec la mise en œuvre de la CEA. Le premier ministre Najib a dit qu'il est confiant que les investissements directs continueront à augmenter. Il a ajouté que plus d'occasions économiques et d'emplois seront créés au sein de l'ASEAN, qui continuera à être une destination attractive pour les affaires et les investisseurs. Les 10 dirigeants de l'ASEAN rencontreront leurs homologues de 8 nations pour dialoguer. La Chine et les États-Unis font partie de ce groupe. Le sujet épineux des tensions en mer de Chine méridionale pourrait exploser. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin était fermement opposé aux actions consistant à menacer la souveraineté et la sécurité d'autres pays et a poussé cette zone vers la militarisation au nom de la liberté de navigation et de survol. Ces remarques font suite à la déclaration du Premier ministre japonais qui a exprimé son soutien aux récentes manœuvres de la marine américaine près des îles et récifs chinois en mer de Chine méridionale. Le Japon occupait autrefois les îles chinoises en mer de Chine méridionale lors de la Seconde Guerre mondiale. Suite à la victoire de la guerre de résistance contre l'agression japonaise et la guerre mondiale antifasciste, la Chine a récupéré ces îles. Le Japon devrait se rappeler et réfléchir à l'histoire. La Chine sera vigilante contre l'interférence du Japon sur la question de la mer de Chine méridionale, en particulier son retour militaire dans cette zone. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a déclaré à la télévision d'État que l'attaque contre un hôtel de la capitale Bamako a fait au moins 21 morts, dont 2 bandits armés. Le gouvernement a imposé un état d'urgence de 10 jours. L'hôtel Radisson Blu est situé tout juste à l'ouest du centre-ville, près des immeubles des ministères et des missions diplomatiques. Environ 170 personnes dont des étrangers et des employés de l'hôtel ont été pris en otage. Des commandos maliens ont pris d'assaut l'hôtel pour sauver les otages. Une source au sein des forces de sécurité a dit que le siège s'était terminé vers 16 heures, heure locale, et que 2 militants ont été tués par balles. Des casques bleus de l'ONU qui ont fouillé l'hôtel avaient trouvé au départ 27 corps. Le groupe djihadiste Al-Mourabitoun a revendiqué l'attaque et prétend avoir travaillé en collaboration avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'ambassade de Chine au Mali s'est mise en état d'alerte immédiatement après le début de l'attaque menée contre l'hôtel. La représentation diplomatique chinoise a mis en garde les organisations de son pays ainsi que ses ressortissants présents dans ce pays d'Afrique. Nous avons envoyé une équipe de travail de 3 personnes, dirigée par le conseiller Zhang, sur le site même pour obtenir des informations de première main. Par ailleurs, cette équipe est chargée de communiquer avec les ressortissants chinois situés à proximité de l'hôtel et de les rassurer. Comme des otages ont été sauvés, l'ambassade de Chine et le groupe d'aide médicale chinoise au Mali ont formé une équipe médicale qui se rendra sur le site. Elle est équipée d'aide de première urgence, d'eau et de nourriture destinée aux otages. D'après l'ambassade de Chine au Mali, 4 des 7 Chinois bloqués dans l'hôtel assiégé ont été sauvés, les 3 autres ont été tués. L'ambassade a dépêché une équipe sur le site de l'opération. Des alertes ont été diffusées aux entreprises chinoises et à l'ensemble des ressortissants du pays présents au Mali. Les Chinois sont encouragés à éviter toute sortie non essentielle et à ne pas se rendre dans les endroits très fréquentés. Le numéro de l'assistance téléphonique consulaire apparaît sur vos écrans. Retrouvez, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette édition. Aujourd'hui, la Chine, présentée par Elsa Suru.
Bonjour Elsa. Bonjour Chudan. Dites-nous, qu'est-ce qui nous réserve dans cette partie consacrée à l'actualité chinoise? Eh bien, nous commençons avec un sujet économique puisqu'il s'agit de la mondialisation du yuan. Le yuan chinois est devenu la seconde monnaie la plus utilisée dans les échanges commerciaux dans le monde. Il devrait faire son entrée dans le panier de monnaies de référence du SDR qui compte déjà le dollar américain, l'euro, le yen japonais et la livre sterling. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que cela allait perfectionner le système actuel et stabiliser la structure financière mondiale. Voici le siège de la Banque de Chine à Londres. Les traders procèdent à des transactions en yuan pour le monde entier. Des transactions qui sont de plus en nombreuses. Nous avons eu par jour en moyenne 61 milliards de dollars en volume d'échange l'an dernier, soit beaucoup plus que les années précédentes. Londres va jouer un rôle important dans le processus de mondialisation du yuan. En plus du trading, plus de produits sont disponibles en yuan. Le mois dernier, le premier bon vert nominé en yuan à Londres a été introduit à la Bourse de Londres. Cela a remonté l'influence du yuan et a aussi fourni un instrument d'investissement pour le marché, spécialement quand les taux européens sont bas. Le bon sur un an a un retour de 3,1%, tandis que les eurobonds ont un retour de moins de 0,3%. C'est un contraste saisissant. Nos bons sont les meilleurs. De plus, l'usage grandissant du yuan pour les règlements interfrontaliers a apporté de nouvelles opportunités de financement et réduit les coûts des processus d'échange étrangers. Les entreprises disent que cela va apporter plus de croissance. La monnaie est en cours d'internationalisation. La Chine joue un rôle majeur dans l'économie mondiale. Ce n'est plus un pays isolé. Si la demande chinoise baisse, les exportations des autres pays s'écroulent. Les actions, qui sont propres à maintenir le rythme de croissance et à soutenir la consommation, sont toutes les bienvenues. Le Fonds monétaire international a dit la semaine dernière que le yuan possède les critères requis pour être inclus dans le panier des droits de tirage spéciaux, qui est un mécanisme permettant aux participants de renforcer leurs réserves en cas de besoin. Le président chinois Xi Jinping a salué l'initiative, disant qu'elle allait renforcer le système mondial et la stabilité financière. Le président chinois Xi Jinping a souligné au sommet des PDG de l'APEC que la Chine allait continuer à ouvrir son économie. Le secteur de l'assurance joue un rôle majeur dans cette politique d'ouverture, les compagnies d'assurance étrangères bénéficiant quasiment du même traitement que les compagnies locales. L'Australien In Xiaosong a été parmi les premiers assureurs à se lancer sur le marché chinois. Il est de fait un témoin privilégié de l'évolution du secteur chinois de l'assurance. Nous bénéficions désormais de quasiment le même traitement que les compagnies d'assurance locales, en particulier dans des domaines tels que l'assurance vie et l'assurance habitation, et également en termes de type de couverture, de région et de ligne de produits. Les différences s'amenuisent. Swiss Re fait partie des premières compagnies étrangères à s'être implantées sur le marché chinois. Elle est actuellement leader de la réassurance en Chine, où à ses yeux, la marge de développement est encore immense. Le rythme est l'un des caractéristiques. Le moteur de développement que nous avons eu ces dernières années n'est pas comparable avec celui des autres marchés. Il existe de nombreux marchés qui ont connu une forte croissance, mais pas à l'échelle de la Chine. Je peux vous donner plusieurs exemples si vous voulez. Nous avons déployé un système d'enregistrement en ligne et la semaine dernière, nous avons enregistré notre millionième transaction sur ce système. Et dans les autres marchés où nous avons ce système, cela se compte en milliers. Ça illustre bien la différence d'échelle et de demande également. Il nous revient de satisfaire cette demande. Les compagnies d'assurance étrangères ont depuis 2012 pleinement accès au marché de l'assurance automobile, ce qui a représenté un tournant après l'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. 56 compagnies d'assurance étrangères, originaires de 16 pays, se sont récemment implantées en Chine. Et ce mouvement semble loin d'être terminé. Passons maintenant au cours de l'or. Depuis le 18 novembre, la Chine propose, comme chaque année, un lingot d'or à l'occasion de la fête du printemps. Son prix est particulièrement faible cette année. Le lingot d'or est fabriqué cette année pour fêter l'arrivée prochaine de l'année du singe. Il est vendu à 267 yuan le gramme, un cours très bas. Au cours des dernières années, le lingot d'or de la nouvelle année a connu de larges fluctuations. Entre 2003 et 2012, son prix a plus que triplé, mais depuis 2013, il a perdu un tiers de sa valeur.
Le secteur de la bijouterie a toujours contribué à la forte demande pour l'or. Au premier trimestre de cette année, il représentait 60% du marché total, soit le plus haut niveau depuis 2008. La Chine et l'Inde étant des premiers acheteurs. La Chine et l'Inde représentent 45% de la demande totale mondiale de l'or. Mais le premier trimestre est traditionnellement bas. Nous sommes donc modérément optimistes sur les besoins pour l'or en Chine. Les spécialistes l'affirment, le prix de l'or pourrait grandement être affecté par le changement de taux au sein de la Réserve fédérale. Un grand espoir concernant la montée du taux de la Fed devrait conduire à une baisse relative du marché des métaux précieux. Cependant, en octobre aux États-Unis, les prix de vente au détail et les données de l'indice de prix à la production n'ont pas été à la hauteur. Ils ont assombri sa hausse du taux cette année. Selon les analystes, les prix de l'or n'ont pas atteint leur niveau plancher et la baisse devrait se poursuivre. Une amitié depuis plus d'un demi-siècle. Une coopération à travers l'océan Indien. La Chine raffermit ses liens avec ses partenaires africains. Voyageant à travers le continent, les reporters de CCTV vous racontent de nouvelles histoires de l'Afrique. Ces élèves congolais ont un tel... Je me trouve à la gare de Boy. Couvrant sa vitalité, ses besoins et ses opportunités dans une nouvelle relation avec son partenaire oriental. La Chine participe aux opérations des casques bleus de l'ONU, principalement en Afrique depuis les années 90. Le pays s'engage à continuer à participer aux opérations. Reportage au Soudan du Sud. Un entraînement intensif pour les prochaines missions en Afrique. Un bataillon d'infanterie de 700 soldats se rendra au Soudan du Sud pour une mission de 1 an en décembre. 225 ingénieurs militaires seront déployés dans la région de Darfour. J'espère que nous travaillerons tous d'arrache-pied pour réaliser cette mission, afin d'apporter de l'espoir et la paix aux Africains et pour leur offrir une vie meilleure. Les missions des casques bleus chinois en Afrique ont commencé en 1991. Jusqu'à présent, près de 30 000 soldats chinois ont servi dans 16 missions de l'ONU en Afrique. Dans le passé, les casques bleus chinois se sont consacrés principalement à l'ingénierie, au transport, à l'aide médicale et au maintien de la sécurité. Depuis cette année, la Chine a commencé à déployer des bataillons d'infanterie pour protéger les civils. Le travail des casques bleus chinois est salué par les locaux. Un très grand remerciement aux casques bleus chinois pour avoir déployé des équipements et de la main-d'œuvre pour nous aider à améliorer notre environnement. Ils nous ont fourni beaucoup d'aide. J'espère qu'ils seront capables de venir dans nos camps plus souvent. Nous avons été forcés de quitter notre maison. Il y avait une pénurie de nourriture, de soins médicaux et les conditions sanitaires étaient déplorables. Les casques bleus chinois nous ont beaucoup aidés. Nous apprécions ce geste et espérons qu'ils pourront rester jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à ce que nous puissions rentrer chez nous. La Chine s'est engagée à continuer à participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU en Afrique. Lors du 70e anniversaire du sommet des casques bleus au siège de l'ONU à New York, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine contribuera à hauteur de 8000 soldats à la force de maintien de la paix de l'ONU et qu'elle fournira une assistance militaire d'un montant de 100 millions de dollars à l'Union africaine au cours des 5 prochaines années. Et toute autre chose, pour terminer avec le nouveau monde des médias, pour s'adapter à l'ère des nouveaux médias, CCTV s'équipe et organise une modernisation complète de sa production à l'horizon 2016. Les programmes seront enrichis de contenu numérique afin d'offrir une expérience plus interactive. Nouveau format pour une nouvelle année. CCTV fait peau neuve en 2016. De nouveaux programmes d'actualité tels que News, Broadcast et Focus mettront en contribution des segments interactifs pour compléter leur contenu. Des efforts seront également faits pour les émissions de variété. À l'exception de Challenge the Impossible, une émission de télé-réalité où des participants venus du monde entier s'affrontent, CCTV prévu de nouveaux formats éducatifs et de divertissement.
À l'avenir, le vieux procédé qui consiste à simplement diffuser des images et du son ne suffira pas. Nous devons interagir avec notre audience. C'est là que les nouveaux médias entrent en jeu. Bien sûr, le contenu reste essentiel. Dans cette ère numérique, nous devons diversifier les canaux de diffusion de nos contenus. Il s'agit d'une tendance inévitable. Des applications de retransmission en direct pour les chaînes de CCTV vont également être mises à jour. Une série de services a également été mise au point à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio et de la Coupe européenne de l'UEFA qui se tiendra en France. Et c'est ainsi que s'achève notre partie Aujourd'hui la Chine. Je vais maintenant repasser la parole à ma collègue Chodan qui va clore ce journal. Chodan, c'est à vous. Merci beaucoup Elsa. Et c'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur notre antenne.